Alors, j'ai pris mes fonctions en tant que chef du service de la culture il y a quelques mois, en novembre 2022, et auparavant j'étais archiviste cantonal et directeur des archives d'État du Valais. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de travailler avec une artiste qui s'appelle Virginie Robotet. Dans le cadre de cette exposition, Virginie Robotet s'est plutôt intéressée aux traces archéologiques, si vous voulez, et elle a réalisé une installation où on voit des anthropologues reconstituer progressivement un squelette humain à partir des restes qui ont été découverts dans une tombe qui date de 6000 ans. Alors, dans le cadre des archives d'État du Valais, nous conservons notamment des archives administratives, mais aussi des archives personnelles en lien avec la mort. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est vraiment la persistance des sentiments humains au-delà des siècles. On a notamment toujours la même douleur qui s'exprime face à la perte d'un être aimé. Et parfois, on a aussi finalement la perte des mots. On est incapable de trouver les mots justes pour témoigner sa compassion face à une personne, une famille qui fait face à un deuil. Comment se présente cette exposition sur le thème de la mort ? Alors l'exposition explore vraiment toutes les facettes de la mort à travers la vision que peuvent nous en donner les artistes. Et c'est une exposition qui a un spectre qui est extrêmement large. Vous avez des écrivains, Pierre-André Milite qui a composé un certain nombre de textes autour de la mort. On a des installations sonores, des installations vidéo aussi qui ont été produites. Et je trouve toujours intéressant d'avoir ce regard des artistes, parce que finalement ils nous poussent à aller au-delà de la mort en tant que telle, pour finalement nous proposer aussi des interprétations de ce qu'est la mort, de ce qu'est peut-être aussi la vie après la mort. Et finalement, on est tout un chacun concerné par cela. Et je trouve que ce regard est très très intéressant et très pertinent. Alors je me revendique comme étant un poète du talus, un poète de la pente. Je suis valaisan, le Valais est au cœur des Alpes. Et puis il n'y a rien de plat chez nous, on n'a pas d'horizon. L'horizon c'est les montagnes. Donc on est confronté à la pente, aux cailloux qui tombent, au torrent qui chute. Et, voilà. Donc c'est pas un univers très plat, c'est un univers assez rude, assez sec, puisqu'une partie du Valais est très très sèche. Et puis je me considère comme vraiment très alpin, avec des préoccupations aussi citadine, parce que la ville de Sion est une petite ville, mais avec des préoccupations de gens qui vivent au milieu des Alpes, avec des difficultés de transport, de communication, puis d'être bien chez soi, d'être bien dans son talus, ou d'avoir envie d'aller voir plus loin. Donc voilà, dans mes textes, la nature est très, très présente, parce que je suis là-dedans, je n'habite pas en ville. Et puis, j'aime beaucoup faire des provocations d'images, où il y a des choses qui font... Chez moi, les choses, les gens, les animaux pensent et agissent. Donc, il y a des fois des choses un peu surprenantes. J'ai une poésie qui est très orale. Moi, j'entends ce que j'écris, et voilà, cette sonorité des mots qui m'intéresse. Puis à part ça, je suis ouvert à plein de choses, et puis je travaille par projet, un projet qui a un concept, qui a un début, qui a une fin. Je sais, à la première ligne, je sais quelle sera la dernière ligne. Je ne sais pas tout ce qu'il y a au milieu, mais voilà, c'est des choses qui sont très précises. En tant que conteuse, j'étais engagée par Loïse Moyen, d'ailleurs à qui j'ai conté quand elle était toute petite, elle avait 8 ans. Je connais son papa qui est musicien, j'avais travaillé avec lui sur plusieurs moments de conte, sur des spectacles ou des conteries. Et puis elle se souvenait de moi comme conteuse et elle m'a engagée pour venir conter des contes autour de la mort. Donc ça sera le 27 juillet, c'est au restaurant du Carrefour, c'est à Bruzon, un adorable village donc dans le Valais, au-dessus de Martigny. Donc nous sommes en Valais, nous sommes en Suisse. Et c'est très beau, bien que les maisons sont magnifiques. Enfin, les maisons, on n'appelle pas ça des maisons ici. Mais... Quel est votre rapport à la mort, de manière générale, et dans le cadre de cette exposition ? C'est une grande et vieille histoire, dans le sens où parmi mes
mes occupations, mes métiers de mon jeune âge, j'ai travaillé comme croque-mort. J'ai travaillé dans Mon père était représentant d'une petite maison de pompes funèbres, et c'était dans notre village, dans mon village natal, donc on connaissait tout le monde. Et j'ai appris à faire ce métier et d'arriver chez les gens au moment du choc, au moment de la catastrophe, au moment où, etc. Puis mon travail, c'était de faire les choses qui doivent être faites. Voilà. Après, dans mon travail d'écriture, j'ai fait un grand travail il y a 3 ou 4 ans. J'ai écrit une lettre, donc c'était un travail épistolier, à chaque résident du cimetière de Maz. Maz est un petit village dans le Val d'Hera où il y a un festival de la correspondance, lettre de soi, et j'y ai participé chaque année, puis j'avais envie de rendre hommage au village, et pour rendre hommage au village, j'ai pris le biais d'écrire une lettre à tous les résidents du cimetière. Donc j'ai écrit 141 lettres à des gens que je ne connaissais pas, qui étaient morts il y a 10, 15, 20, 30 ans. Et c'est un travail qui m'a pris 1 année et demie, je montais à 2 jours par semaine. Et puis ce travail a été bien utilisé, c'est devenu un livre, ça a été, il y a eu des lectures, et puis le village de Bruzon, qui est ami du village de Maz par des festivals qui se connaissent, on m'a demandé de venir écrire sur cette exposition-là, et j'ai proposé de faire une espèce de mélange entre ma poésie et mes expériences de pompes funèbres. Donc j'ai écrit des textes qui sont destinés à la chambre funéraire. Donc dans un village, quelqu'un meurt, le lit conjugal, le lit familial devient la chambre funéraire et le lit funéraire. Et quels objets on met dans cette chambre, quelle est la signification de ces objets. Et j'ai inventé 14 objets, qui est pour moi un peu le signe du chemin de croix, avec les 14 stations. Et j'ai écrit un poème à chaque objet. Alors dans les objets, il y a la bougie qu'il a reçue à sa première communion, il y a le chapelet, il y a la photo de mariage, il y a le bouquet de fleurs que ses petites filles ont ramassé. Voilà, il y a 14 objets. Ça, c'était la chambre funéraire qui est exposée dans une grange. Et puis, parallèlement, je voulais écrire des textes sur la cuisine à côté, où les choses se disent, c'est vraiment mon passé de pompe funèbre, où on discute avec la famille, où il y a le curé qui vient, où il y a puis définir qui sont les porteurs, qui fait le faire-part, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on organise. Et là, dans cette cuisine, il y a une espèce de va-et-vient, puis il y a... c'est l'ébullition, c'est la marmite. Puis en même temps, on est très prudent, on est très précautionneux sur tout ce qu'on dit, et les rôles sont bien répartis. Là, j'ai imaginé 7 personnages qui sont dans cette cuisine, et plutôt que de les faire dialoguer, j'en ai fait 7 monologues. La mort, elle arrive des fois qu'on ne s'attend pas, et puis il faut faire avec. Alors il y a une des premières mises en bière que j'ai effectuées, et un des premiers décès où j'ai dû m'occuper avec mon papa, c'était un ami d'adolescence, et il avait 25 ans, et j'avais passé la veille, j'avais mangé chez lui. Et ce gars, il travaillait dans l'agriculture, et il a été foudroyé. Et le lendemain, vers midi, il y a son patron, qui était aussi quelqu'un que je connaissais, qui me téléphone, puis il dit « Michel est mort ». Puis je dis « Mais c'est pas possible, j'ai mangé avec lui hier soir ». Voilà. Et Michel avait été foudroyé, et puis il a fallu aller l'habiller. Et puis il a fallu, la première chose surtout, c'est d'aller chez lui, rencontrer la veuve avec qui j'avais mangé la veille, la jeune veuve, pour faire les choses comme ça. Donc voilà. Puis en même temps, il y avait une immense simplicité. Voilà, c'est la vie, elle est comme ça, et puis on fait ce qu'il faut faire, et puis... voilà. Après, il y a des anecdotes qui sont des fois saugrenues parce qu'on ne s'attend pas à ce genre d'histoire. Je me souviens d'un vieil homme qui regardait la famille du défunt présente, et puis il se tourne vers son compagnon, vers son collègue, puis il dit « Mais il en manque un ».
des enfants. Puis l'autre lui dit, bah, c'est celui qui est dans le cercueil. C'était la chance de faire ce métier dans un petit village où tout le monde connaît tout le monde. Donc le deuil est rapidement collectif. C'est pas juste une famille qui est éplorée, les voisins sont là, il faut donner un coup de main. C'est un village paysan, donc si un paysan mourait, ben, les autres venaient lui donner un coup de main pour nourrir les vaches, pour taire les vaches, pour faire les fouets, pour ramasser les abricots. Moi j'ai vécu ce temps-là du métier de croque-mort. On a une belle légende en Valais, c'est la Connu du Rhône. En Valais, il y a pas mal de suicides dans le Rhône. Les gens vont se jeter au Rhône. Et il y a Jérôme Mézot qui a un super texte qui parle de « on va au Rhône ». Pour dire que voilà, on va se suicider. Et c'était, statistiquement, je ne sais pas, mais c'était beaucoup des femmes qui se jetaient au Rhône. Les hommes sont plus tentés par l'arme à feu ou par la corde, mais les femmes... Et il y a, je ne sais pas, dans les années 60, 70, on a retrouvé un cadavre d'une femme à Saillon et on n'a jamais pu l'identifier. Et les gens de Saillon ont décidé de lui rendre hommage à cette dame. Elle est enterrée au village de Saillon et à chaque année, il y a une messe anniversaire au bord du Rhône pour célébrer cet inconnu du Rhône dont, même avec l'ADN, maintenant on n'a pas retrouvé, on ne sait pas qui est cette personne. Ça, je trouvais que c'est une super belle histoire, justement dans ce pays qui est traversé par un début de fleuve. Le fleuve qui nous relie, qui nous sépare, c'est une artère dans le canton, le Rhône, et des gens qui décident d'aller finir leur vie au Rhône, et comment est-ce que, finalement, un village décide de rendre hommage à une personne. Alors moi, c'est les idées, mais ça c'est moins rigolo, c'est pas dans les histoires, mais moi j'ai vécu ça, étant enfant. Il y avait des gens qui étaient désespérés, qui se jetaient dans le Rhône. On avait des gens aussi qui étaient malheureux, qui disaient, mais ça, on entendait souvent dire, je vais me jeter au Rhône. C'est quelque chose que j'ai entendu. Et il y a des gens que je connais qui se sont jetés au Rhône. Alors étant enfant. Par contre, d'histoire là autour, peut-être que c'est encore trop frais, parce que ça veut dire que ça fait il y a une génération. Peut-être que on n'a pas su le faire. Peut-être que c'était une période où on racontait pas forcément ces histoires-là. Et il y a eu une interdiction, en tout cas dans moi ce que je connais, du côté de mes parents. Il y en a d'autres qui ne racontaient pas. Après, il y a une espèce de blanc où on ne racontait pas trop d'histoires, quoi. Et puis maintenant, il y a cette envie de se retrouver et de se raconter des histoires. Quelles sont les traditions liées à la mort en Valais ? C'est vrai que le canton du Valais est un canton catholique qui a pleinement intégré les rites autour des décès et toute la communauté portait vraiment la famille lorsqu'un décès survenait. Et ces traditions étaient extrêmement fortes dans le canton jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et elles se sont étiolées, je dirais en tous les cas, dans les régions de plaine durant la fin du XXe siècle et dans les vallées latérales, au contraire, on a toujours cette tradition qui s'est maintenue. Je discutais avec certains collègues récemment qui vivent toujours la tradition selon laquelle le mort se trouve à domicile et on y organise la veillée funèbre. Mais le Valais, bien évidemment, est aussi en pleine prise avec l'évolution de la société actuelle et on a de plus en plus depuis la fin du XXe, début XXIe siècle, je dirais une anonymisation, une individualisation de ce rite avec des cérémonies religieuses qui sont célébrées dans l'intimité. C'est un mouvement qui était extrêmement fort au tournant des années 2000 et qui est revenu vraiment durant le Covid et à l'heure actuelle. Donc on avait cette tradition de la solidarité de la communauté qui aujourd'hui s'est pratiquement perdue à l'exception de quelques villages dans les vallées latérales. Moi, ce qui m'intéresse dans ma pratique de conteur, par exemple par rapport à la mort, qui est quand même un thème qui est... j'allais dire lourd, mais en tout cas qui est omniprésent, forcément, et le conte permet de dire l'indicible, parce qu'on ouvre une porte sur
une autre manière de voir le monde, d'expliquer le monde sans vouloir... Il y a aussi des morales, mais en même temps, ça peut être très léger. Et cette porte est ouverte, et puis là, il y a un espace où on peut dire les choses qu'on ne peut pas dire autrement. Bien qu'on ne peut pas oser, ou qui n'est pas permis, ou qui peut faire mal. Et là, tout est possible. Et puis après, on peut refermer cet espace. Dans le début, c'est « il était une fois ». On referme cet espace. Et puis là, au milieu, après, les gens font ce qu'ils veulent, ou ce qu'ils ont besoin. Ça peut soigner, ça peut rassembler le lien de cette parole. Et ça, je trouve que par rapport à la mort, c'est vraiment intéressant. Alors, ces histoires de fantômes, on les retrouve dans pratiquement chaque village et je dirais même chaque famille. J'ai des souvenirs très présents de mes grands-parents qui nous faisaient peur avec les revenants qui étaient censés nous intimider si on faisait une bêtise. Donc finalement, la mort était vue vraiment comme un élément relié à la peur, et on invoquait les personnes décédées pour faire peur en quelque sorte aux vivants. Il y avait aussi des histoires qui se racontaient par rapport aux âmes qui sortaient des cimetières durant la nuit et qui pouvaient tourmenter différentes personnes. Donc on a beaucoup de contes et légendes en fait qui circulent là autour, et puis ça fait partie à la fois de la légende familiale, la légende villageoise, de la légende de la communauté. Je peux vous dire par rapport au personnage du Valais, c'est que oui, la mort est omniprésente. Dans les contes, c'est plutôt des transformations, c'est-à-dire qu'il y a un animal, une personne qui meurt, et puis il peut y avoir une transformation en autre chose. On a aussi des légendes comme ça, qui disent pourquoi, je ne sais pas, comment est apparu le mélèze sur Terre, par exemple. Il y a une mort, une transformation, et puis ça naît le mélèze ou d'autres choses, ou des lacs. Il y a pas mal de légendes comme ça. Et puis sinon, il y a aussi les jeux avec la mort. Et souvent aussi, on va blouser la mort. Soit on ne veut pas mourir, soit on va essayer de l'attraper. Il y a toute une histoire comme ça sur un vigneron qui a enfermé la mort dans une espèce de tonneau de vin. Et puis qu'est-ce qui se passe si la mort n'est plus sur Terre? Donc c'est plutôt des choses comme ça qui me rejoignent. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses. En Valais, en tout cas, quand je parlais avec ma mère, particulièrement au niveau des contes, elle est de Monté, donc du Bas-Valais. On est toujours en Suisse. Et puis, elle me disait qu'on n'avait pas le droit de raconter certaines histoires à cause de la religion. En tout cas, chez eux, ça ne se faisait pas. Mon père, ça ne se faisait pas du côté de Sierre. Ça ne se faisait pas parce que c'était comme ça. Culturellement, ce n'était pas une habitude. Mais ma mère, on n'avait pas le droit à cause de la religion. Il y a des choses qu'ils ne disaient pas. Donc après aussi, lié souvent à la mort, il y a le diable. Donc non, on ne racontait pas, parce qu'il ne fallait pas parler du diable. Donc c'est pas, on a l'impression toujours que chez les vieux, on racontait des histoires, mais moi, dans mon histoire familiale, ça ne se faisait pas. Voilà, on n'avait pas le droit. Et puis sinon, la deuxième chose, c'est que les histoires que je connais qui sont liées à la mort, bien liées à d'autres personnages autour de la mort, les passeurs de mort, que ce soit le diable, que ce soit Dieu, que ce soit les anges. Ah, il y a encore quelque chose, c'est la chaîne Gouda, cette espèce d'âme. Dans la chaîne Gouda, ce que je connais dans les histoires, c'est que c'est les âmes qui vont chercher à payer leur passage vers la lumière. Voilà. Donc, tant que par exemple elles sont endettées, ou elles vont essayer de demander à quelqu'un de les désendetter, ou de rattraper une erreur qu'elles ont faite, une grosse faute, pour pouvoir partir. Et toutes ces âmes peuvent prendre la forme d'animaux, ou même d'humains, et puis il peut y avoir des espèces de, comment on appelle ça, ils se mettent les uns derrière les autres, et puis ils passent dans la montagne ou à des lieux précis, font beaucoup de bruit. Mais ça peut être même plus que ça peut être vraiment infernal. Et il peut y avoir la chaîne Gouda qu'on a retrouvée aussi, je retrouve aussi certaines histoires un petit peu dans la région, du côté par exemple de Doréna à Collonges, où j'ai entendu aussi des conteurs qui disaient que la chaîne Gouda c'était vraiment non seulement des âmes perdues, mais c'était lié au diable et des sabbats. Donc ils se retrouvaient dans les Mayens, et puis dans les histoires, il y a un humain qui entend quelque chose qui se passe et qui va essayer de sauver une personne, ou qui va s'en mêler, et qui va risquer de se faire rattraper par la chaîne Gouda et par le diable pour se faire tuer. Le problème, c'est que certains disent la chaîne Gouda, d'autres disent la chaîne Gouda. Ça s'écrit de différentes manières, parce que c'est un mot patois à la base. J'ai pas fait de recherche de savoir d'où ça vient. Les gens que j'ai questionnés, en fait, disent oui, bon, c'est comme ça.
Moi, la dernière manière d'écrire que j'ai vue, c'est Chenegouda, Shengouda. Mais en fait, ça ne s'écrivait pas. Ça ne se disait même pas, on en avait peur. Alors, on jouait aussi du côté de Saint-Martin. Il y a un homme qui connaît plein d'histoires qui me racontait qu'on leur faisait peur avec la Shengouda. On disait attention, le soir, tu ne peux pas passer par là, et surtout pas si tu as bu un verre, enfin si tu es bourré, parce qu'on ne disait pas bu un verre. Et puis, prends garde parce que la Shengouda. Et comme on ne savait pas très bien ce que c'était, on envoyait toujours, il y avait toujours le gamin qui était ado, et puis qui allait travailler après dans les Mayens avec les bêtes. Et puis on avait toujours un moment où on lui disait « mais tu dois aller de nuit, tu dois passer là. Mais fais attention à la Shengouda ». Donc il avait peur, et puis il y avait quelqu'un qui se cachait, et quand il passait, on faisait des bruits de chaînes, on mettait des pots, par exemple des pots de bêtes, on s'amusait à se transformer en ours, et on lui faisait peur. Mais on a aussi des histoires qui ont rattrapé ça, qui ont dit que on s'est amusé à lui faire peur et on s'est rendu compte en fait qu'il y a une Shengouda qui a passé et qui n'a pas attrapé le garçon. Mais on a retrouvé celui qui s'était déguisé, on l'avait retrouvé mort. Donc tout se croise, on s'amuse avec, est-ce que pas. Tout se croise tout le temps, en tout cas dans les histoires, dans les contes. Et je crois que les contes c'est ça. C'est on entend des choses, on transforme le conteur, il va entendre quelque chose qui vient de très loin et puis ça passe par son expérience, et ça transforme et puis ça continue, le conte continue son chemin. Enfin, c'est une sorte de grand imaginaire collectif. Et on retrouve ces choses-là dans d'autres pays. Là, on a raconté des histoires du côté Mexique, avec des histoires de mort, on a la Llorona par exemple, Mexique, Colombie aussi, Argentine aussi, tout le monde connaît la Llorona, cette femme qui a noyé ses propres enfants, par misère, hein, mais qui les a noyés, et puis du coup, après elle a sauté dans le fleuve, mais elle n'est pas morte, et elle revient, elle continue à pleurer. Donc, c'est des choses qu'on retrouve un peu partout, dans ma pratique de conteuse, ce que je connais. Que pouvez-vous nous dire sur les sorcières en Valais ? C'était des personnes qui utilisaient de la médecine traditionnelle pour soigner. Et à un moment donné, ces personnes dérangeaient aussi par rapport à la norme sociale. Et c'est vrai que les sorcières qui ont été condamnés, alors certaines de ces personnes, effectivement, avaient des pratiques de médecine traditionnelle, mais ce n'est pas l'ensemble non plus des sorciers et des sorcières. Donc en Valais, qui est l'une des régions du monde où l'on a plus condamné de personnes pour sorcellerie, on attribuait à ces personnes des phénomènes météorologiques inexpliqués, comme de la neige en été, ou des orages de grêle extrêmement violents. On a aussi utilisé la sorcellerie pour se débarrasser d'ennemis politiques. Il y a notamment un évêque, Walter Supersaxo, qui a utilisé l'argument de sorcellerie pour se débarrasser de personnes qui étaient extrêmement riches et puissantes. Ce que je peux faire en tous les cas par analogie, c'est que toutes les personnes qui ont été condamnées pour sorcellerie étaient des personnes qui sortaient de la norme sociale. Et donc c'est des personnes qui étaient exclues d'une certaine manière de la communauté, de manière violente, puisque là on les condamnait à mort. Mais la Suisse a pratiqué, entre les années 40 et 80 du XXe siècle, les mesures de coercition à des fins d'assistance. Donc les autorités cantonales et communales ont décidé de placer 60 000 personnes au motif qu'elles étaient paresseuses, ivrognes, prostituées, mères célibataires, durant cette période. Et les mécanismes de dénonciation sont exactement les mêmes que lorsqu'on dénonçait quelqu'un pour sorcellerie, et l'issue était exactement la même. Alors, dans le cas de la sorcellerie, c'était une mort définitive, puisqu'on tuait la personne. Dans le cas des mesures de coercition à des fins d'assistance, on emprisonnait les gens pendant une période de 2 ans, et il n'était pas rare que ce laps de temps se prolonge. Donc on voit qu'à un moment donné, la société a essayé d'écarter des personnes qui sortaient de la norme sociale, que ce soit à la fin du Moyen-Âge ou au XXe siècle.
Avez-vous personnellement vécu des phénomènes étranges autour de la question de la mort ? J'ai une faculté qui est peut-être étrange, c'est de ressentir quelques heures auparavant le décès d'une personne. Ça m'est arrivé très régulièrement d'avoir un flash en pensant à une personne et en fait, de manière rétrospective, ça portait pratiquement dans les heures où la personne décédait. Je l'ai eu une première fois, je me souviens, avec un ami qui est décédé en montagne sous une avalanche. Et j'ai eu un flash au milieu de la nuit en voyant cette personne qui venait me voir. Et 2 jours plus tard, j'ai appris que effectivement cette personne était décédée dans une avalanche. Et très régulièrement, je pense tout d'un coup à des personnes je me rends compte que l'heure à laquelle les souvenirs sont revenus correspondait pratiquement à leur heure de décès. Là, j'ai absolument aucune explication, si ce n'est peut-être être en vibration avec l'autre, être en relation avec cette personne. Mais c'est vrai que c'est un sentiment qui est quand même assez mitigé, je trouve, parce que finalement c'est aussi l'annonce de la perte d'une personne qui peut être chère. Moi, je ressens personnellement une présence très forte de gens que j'ai connus, que j'ai aimés, qui sont décédés, où de temps en temps j'entends leur voix, mais je sais que c'est pas... voilà. Mais mon père, ça fait plus de 30 ans qu'il est mort. De temps en temps, et c'est curieux, c'est quand je me regarde dans la glace matin, plus je vieillis, plus le matin, plus je vieillis, plus je trouve que je lui ressemble. Et des fois, j'entends sa voix qui me dit tu fais pas cette connerie, tu fais pas ça, comme il a pu me dire quand j'étais adolescent. Donc j'ai des souvenirs beaucoup plus de voix de gens que j'ai connus que de visages. Et ces gens-là sont avec moi. C'est pas une présence extraterrestre ou extra comme ça. Ils sont avec moi, ils ont traversé ma vie. Je continue à vivre sans eux, mais parce que je suis vivant, je continue à vivre un peu d'eux-mêmes. On est là parce qu'on avait des ancêtres et puis parce qu'on transmet plus loin. Je ne crois pas qu'on est des individus coupés de tout. On est héritier de quelque chose et on propose un héritage à ceux qui nous suivent. D'ailleurs, c'est Jean Cocteau qui disait que le tombeau des morts, c'était le cœur des vivants. Et je trouve cette phrase absolument merveilleuse parce que finalement c'est à travers le souvenir que l'on peut finalement célébrer les personnes qui nous ont quittés. En revanche, j'ai jamais fait d'expérience avec des rencontres de personnes décédées. Virginie Robetet, qui travaille pour les archives de l'État du Valais, a réalisé un projet dans le cadre de l'enquête photographique fribourgeoise où elle est partie d'une personne qui avait été condamnée pour sorcellerie au XVIIe ou XVIIIe siècle et avec des médiums a essayé d'en savoir plus sur ces personnes. Et c'est assez troublant de voir que finalement les médiums qui ne connaissaient rien de cette personne sont pratiquement tous arrivés aux mêmes conclusions pour décrire son parcours de vie. Donc après, ce sont les croyances de chacun, mais j'ai peine aujourd'hui à imaginer que notre monde ou que notre vie sur Terre s'arrête et qu'il n'y a rien derrière. Oui, bon, moi quand j'étais petite, j'allais me cacher dans les toilettes parce qu'on était 4 enfants avec les parents, on était tous très très vivants, j'étais très explosive. Et là, j'ai vraiment le souvenir que je sortais de mon corps. Puis que j'étais tout en haut dans le coin des toilettes, mais je me voyais sur les toilettes. Et j'avais ce fil. Et c'est une chose dont je me suis rendu compte plus tard quand on m'a expliqué ce que c'était. J'étais adulte et puis je me disais, mais moi j'ai vécu ça et je ne l'ai plus jamais vécu. Donc il y a une période de ma vie où je pense qu'il y avait des choses qui me paraissaient très naturelles de cet ordre-là. Et je disparaissais régulièrement. Une fois mes parents, je rentrais de l'école. Donc je suis rentrée de l'école, mais je peux vous dire que je suis rentrée de l'école.
Ça prend 10 minutes. Allez, 20 minutes si je traîne. Depuis l'école jusqu'à la maison. Et ça m'a pris 1h30. Donc j'ai disparu. Et il ne me retrouvait pas. C'était quelque chose, je pouvais disparaître pendant 1 heure, il ne me retrouvait pas. Alors j'ai aucune explication là-dessus. Tout le monde, ma mère avait très peur, donc elle m'a vraiment cadré dans le temps, dans l'espace. Et heureusement, ça me permet de vivre aujourd'hui, ici et maintenant. Mais si je m'oublie, il y a des moments où je disparais, les choses disparaissent. On est d'accord, ça ne disparaît pas physiquement. J'explique pas plus, mais ça, je le vis presque au quotidien. Donc voilà. Oui, ben voilà, maintenant en parlant, parce que j'en ai pas parlé depuis longtemps, peut-être c'est quelque chose que je pourrais aussi continuer à expérimenter, qui peut être intéressant, pour moi en tout cas. Il semblerait aussi, on m'a eu dit que je voyais les auras quand j'étais petite. Ça, j'en ai pas de souvenir. J'ai eu dit des choses. Après, qu'est-ce que ça veut dire aura? Qu'est-ce qu'on a voulu dire à ce moment-là? J'ai pas fait de recherche non plus. On m'a eu dit que j'entendais des choses et que je serais capable d'entendre des choses. Mais je sais pas, après, voilà, la vie, je me suis jamais penchée là-dessus parce que j'ai fait d'autres choses. Peut-être viendra un temps où je vais poser ça et puis me dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Par contre, ça m'intéresse beaucoup, moi j'ai regardé aussi sur votre chaîne des choses, ça m'intéresse beaucoup déjà le fonctionnement du cerveau, dire « Ok, voilà ». Et à partir du moment où ça entre dans des croyances, ou du juste ou du faux, moi j'arrête. J'arrive pas à m'y retrouver. Je peux pas, parce que qu'est-ce nouveau? Voilà. Donc je me dis que c'est bien, j'ai encore des tas d'années, des tas d'expériences à faire. Je sais pas, ça doit être un peu de la magie entre mon besoin à moi sur le moment où j'aurais besoin d'avoir un conseil, d'avoir quelqu'un qui me guide, qui me dit quelque chose, ou simplement la magie de la mémoire qui fait que ce mouvement ou ce son-là ou ce goût-là me fait penser à... et puis c'est moi qui convoque la personne. J'ai plutôt ce sentiment-là que c'est quand je fais des choses, quand je vis des choses, que je convoque le souvenir de quelqu'un. J'ai pas le sentiment, j'ai pas l'impression d'avoir vécu justement mon père qui me dit fais pas cette connerie, non. C'est plutôt l'impression que c'est la magie du moment qui fait que ça m'appelle un souvenir de la personne. Mais c'est des fois des petits bouts de phrases, des soupirs, des jurons, des choses du quotidien, comme ça. Et ouais, ben ici, je pense à mon père, je pense à ma mère, je pense à 2 de mes frères, à une de mes sœurs qui sont décédées, mais qui sont toujours là avec moi. Voulez-vous raconter votre expérience familiale avec le suicide assisté ? Ben, j'ai accompagné le décès de ma sœur il y a 3 ans maintenant, qui a décidé de partir avec Exit, et ça a été un moment qui était magnifique. De l'annonce du diagnostic jusqu'à l'arrivée d'Exit à la maison, 2 mois où ma sœur a dit au revoir aux gens, simplement, naturellement. Elle était très au clair avec ça, et on l'a accompagnée jusqu'au bout, et c'est quelqu'un qui est parti sans la moindre angoisse dans les yeux. Et elle a dit au revoir à tout le monde. C'était ça, vraiment un cadeau qu'elle nous a fait. Puis ça, c'était une expérience assez forte, que je me plais à raconter aux gens, parce que c'est assez rare de voir quelqu'un qui sait qu'il va mourir, qui décide par Exit que non, je ne veux pas aller plus loin que X, que ce temps donné, et qui fait ça de manière très, très simple et très sobre. J'étais avec ma sœur quand on a téléphoné aux pompes funèbres, puis elle téléphone, puis elle dit, donc c'est des gens qu'on connaît bien, j'ai besoin de toi, mais pas maintenant. Puis le gars des pompes funèbres dit, c'est pour moi, mais je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou dans... Donc on a organisé, enfin ma sœur a organisé tout ça, tout. Voilà, c'est des moments qui sont magiques, qui sont forts, puis qui sont d'une banalité simple comme est la mort, comme c'est la vie. Voilà. Je vais partir, je décide de partir dans de bonnes conditions, et je fais les choses qu'il faut faire. Oui, en fait, je suis dans un processus de deuil puisque j'ai perdu mon papa il y a 2 jours. C'est une maladie incurable, et puis il a souhaité partir de lui-même en faisant appel à Exit.
Et ça a été une manière pour nous, malgré la douleur de la séparation et puis la violence aussi de l'heure et du jour, parce que finalement on fixe cette date-là, alors que on est censé ne connaître ni le jour ni l'heure de notre propre mort. En revanche, ça a permis de mettre à plat toutes les problématiques qu'on avait eues durant notre vie, de part et d'autre. Et ça a permis une mort qui était sereine et extrêmement paisible. Et finalement, là, ça m'a rapproché, ou ça m'a réconforté, ou ça m'a conforté aussi dans le fait qu'il y avait pour moi une vie après la mort. Pouvez-vous expliquer ce qu'est Exit? Oui, alors Exit est une association qui permet à des personnes qui le souhaitent de pratiquer le suicide assisté. Donc c'est un départ qui est certes violent puisqu'il s'agit d'un suicide, mais qui est allégé si on veut, puisque la personne qui s'en va boit simplement une potion. Et donc c'est pas une mort violente comme pourrait l'être une personne qui se défenestre parce qu'elle souffre d'une maladie incurable. Est-ce que cela ne revient pas à banaliser la mort? C'est pas banalisé, ça se pratique, il y a une démarche à faire qui n'est pas simple. Après, il faut faire partie de l'association Exit, et puis il faut avoir un certificat médical qui dit que vous êtes atteint d'une maladie incurable. Et puis à partir d'un certain moment où vous trouvez que c'est trop douloureux ou trop... voilà, vous faites appel à... Et puis les choses se passent de manière très simple, très noble, très sobre. Après, il y a toujours ce débat de est-ce que la personne qui fait le geste ou qui donne le produit, est-ce que c'est lui qui provoque la mort? Dans ce cas, il deviendrait un assassin ou un meurtrier. Ou est-ce qu'il fait simplement d'accepter d'obéir à quelqu'un qui décide de... je pense que dans la réalité des faits, il y a beaucoup de gens qui meurent, qui partent avec Exit, qui auraient des suicides peut-être très difficiles et très effroyables pour... Alors on a toujours des débats, il y a de temps en temps des médecins qui vont au tribunal parce qu'ils sont condamnés pour avoir éventuellement provoqué. Il y a tout le débat autour de la maladie psychique qui entraîne des suicides. Est-ce qu'une maladie psychique suffit pour faire partie d'Exit et puis décider de partir qu'un seul moment où c'est insupportable? Il y a toujours cette notion médicale qui est là pour sauver et pas pour tuer. Donc je pense que c'est un conflit qui existe dans la profession où non, je ne participerai pas à ça parce que mon job c'est de soigner, éventuellement guérir, mais pas de provoquer la mort. C'est un débat qui existe toujours et puis je pense que c'est pas toujours gagné. Il y aura peut-être pas une banalisation parce que c'est pas banal, mais une manière de faire qui deviendra de plus en plus courante pour des raisons de souffrance, quoi. Il y a des gens qui souffrent inutilement pendant longtemps et puis au bout d'un moment c'est insupportable, j'arrête. Je ne sais pas si ça va accélérer les suicides ou pas, parce que c'est quand même, l'acte c'est un suicide assisté. Donc ça reste un suicide au niveau légal. Et voilà. Mais je pense que c'est une chance qu'on a de pouvoir avoir ce choix-là. Il y a toujours cette question de la dignité de la personne. J'ai eu l'occasion de fréquenter des établissements médico-sociaux puisque mes grands-parents y sont allés avant de décéder.
J'ai eu l'occasion aussi d'avoir des parents qui ont eu des maladies extrêmement graves, telles des cancers, et je voyais aussi la souffrance de ces personnes. Et finalement, c'était des personnes qui étaient aussi atteintes dans leur dignité, notamment lorsqu'elles étaient complètement dépendantes d'autres personnes. Donc je peux tout à fait comprendre que des personnes veuillent tout à fait mourir de manière naturelle. En revanche, aujourd'hui, il y a aussi d'autres possibilités qui existent, avec des départs certes violents à travers un suicide, mais à travers des méthodes qui sont extrêmement douces. Alors, je ne fais pas du tout l'apologie de ce type de départ, mais en revanche, ça peut être aussi une solution pour les personnes qui le souhaitent. Et c'est vrai qu'on a tous un rapport qui est différent à la mort. Pour certaines personnes, ça peut paraître inenvisageable de faire appel à une telle association. Et puis pour d'autres personnes, ça permet simplement d'alléger les souffrances. Et en tous les cas, la vertu positive que j'ai vécue pour ma famille, c'est que ça nous a permis de mettre à plat mais vraiment toutes les problématiques qu'on n'avait jamais abordées. Ce qui fait que le départ a été extrêmement serein et paisible, à la fois pour la personne qui est décédée et pour les personnes qui sont restées. J'ai eu la connaissance de quelqu'un qui ne pouvait plus avaler. Donc l'infirmière d'Exit est venue lui poser une intraveineuse avec le produit, et puis c'est la personne elle-même qui a appuyé sur la pincette pour libérer le liquide. Mais c'est toujours la personne qui, à ma connaissance, et ça rend cet acte, je trouve, plus noble. Je décide, moi, je regarde la mort dans les yeux et je vais à elle. Ça, je trouve que comme symbolique, c'est fort. Comment expliquez-vous qu'une région catholique fasse appel au suicide assisté? C'est moins la barrière. Quand j'étais petit, quand j'étais enfant, dans mon village, les suicidés ne pouvaient pas être enterrés à l'église. C'était un acte qui était considéré comme pire qu'un péché mortel, quoi. Il fait plus partie, mais avec le temps, avec les mœurs qui s'agissent et qui deviennent plus réalistes, plus concrètes, il y a peut-être moins d'emprise de la religion dans le fait de mourir ou de pas mourir, de décider de sa mort ou pas. Le débat, à mon avis, il est plus médical que religieux. Dans le sens où finalement ça a été admis par l'Église, etc. Donc les suicidés sont enterrés à l'Église, il y a plus ce tabou qui fait que... je pense que c'est plus l'aspect médical de dire moi je suis là pour soigner, pas pour tuer. Après, ça reste quand même un acte qui trouble les familles. Le fait que quelqu'un dise à ses enfants, à ses frères et sœurs, j'ai décidé de partir avec Exit et puis c'est dans 15 jours. Les 15 jours, ils doivent être très particuliers. Ça doit être assez angoissant pour dire, mais est-ce que je refreine? Est-ce que comme faisant partie de la famille, j'essaie d'influencer pour dire non, tu peux faire autrement, tu peux faire autre chose? Ou est-ce que j'admets? Et puis, est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Dans l'aventure de ma sœur, ça a été super bien accepté par son entourage propre, par sa famille, et au moment où ça s'est passé, elle était seule, elle n'était pas seule, elle était entourée de sa famille. Et d'ailleurs, en tant que bon valaisan, elle a réclamé de boire un apéro avant de partir. Ouais, je pense que c'est pas simple pour les familles, pour le reste de la famille, de vivre avec ça.
Si quelqu'un meurt d'un accident, c'est le choc. Si quelqu'un meurt de maladie, où ça se passe lentement, on a le temps de se préparer. Mais là, tout d'un coup, non seulement on a le temps de se préparer, mais on sait. On ne connaît ni le jour ni l'heure, mais là, on sait le jour et l'heure. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on vit les derniers temps? Je pense que c'est des expériences qui sont fortes dans les familles, mais ça ne doit pas être toujours simple. Pour des personnes qui n'acceptent pas l'idée, ça ne doit pas être simple. Faites-vous vous-même partie de cette association d'assistance au suicide? Alors moi, j'en fais partie depuis longtemps, parce que ma grande angoisse, c'était de souffrir inutilement. Donc, j'ai pas envie que ça se passe comme ça, donc j'ai envie de pouvoir décider. Après, la vie, elle est comme elle est, les événements arrivent comme... Peut-être que j'y ferai pas appel parce que ce sera pas le moment, mais pour moi, ça guérit une de mes angoisses, disons comme ça. Et puis, ça a le mérite aussi d'être une mort propre, pas de souffrance, pas de... Voilà, c'est quand même un mauvais moment à passer qui se passera le mieux possible. La conscience survivrait-elle à notre mort? Oui, je pense que c'est plutôt une conscience individuelle et pour moi, j'imagine tout à fait qu'on a plusieurs vies sur Terre. Il m'est arrivé aussi une fois un sentiment assez fou. Je me souviens être allé à Florence et je ne connaissais pas du tout la ville, mais j'avais l'impression de reconnaître chacune des rues et d'y avoir vécu. C'est un sentiment qui est aussi assez étrange. Pour moi, j'imagine que si on vient sur Terre, enfin, le mystère déjà de la vie est tellement vertigineux que je me vois mal venir sur Terre que pour une seule vie. Et j'imagine qu'on en a certainement plusieurs en tant qu'être humain, peut-être aussi en tant qu'animal. Donc ça va bien évidemment aussi, ça ne correspond pas forcément à toute l'éducation que j'ai pu avoir, du reste qui était une éducation qui était chrétienne. Donc je crois que clairement, personnellement, il y a deux choses de sûres. Je suis vivante aujourd'hui. Donc je suis née et je vais mourir. Ça, c'est sûr. Le reste, voilà. Clairement aussi, je le ressens. Alors, le cerveau est une machine incroyable. Ce n'est pas une machine, mais je veux dire, enfin maintenant on connaît bien, et aussi, ça m'intéresse beaucoup, c'est savoir connaître tous ces biais cognitifs. Hein. Donc après, quelle est la part du cerveau, la part de mon ressenti, la part de reliance? Honnêtement, je ne sais pas. Par contre, ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir des connaissances, quand même, de ne pas complètement se dire, de ne pas élaborer quelque chose qui ne me permet plus que vivre en tant que justement de celle qui est vivante et qui va mourir. C'est marrant parce que la mort, je le mets comme un arrêt, mais c'est pas forcément un arrêt. Et puis après, je pense que le temps qui me reste à vivre, j'espère, va me permettre justement d'expérimenter différentes choses. Voilà, c'est la réponse que je peux avoir. Je me méfie un peu des croyances. Les croyances arrêtent l'ouverture. Par contre, je pense qu'on est nettement en dessous de ce qu'il est possible de vivre en termes de vivant, vraiment. On est nettement aussi en dessous de comment fonctionne le cerveau et qu'est-ce que ça permet factuellement, aussi en termes de connaissances. Voilà, donc j'essaie de faire de mon mieux avec tout ça. Ma grand-mère réglait les choses par des messes, par exemple, parce qu'on a une éducation très chrétienne. Moi, j'étais très, très croyante, très pratiquante, jusqu'en tout cas à l'âge de 25 ans, je pense, 25-30 ans. Donc, quand quelqu'un mourait, il fallait donner des messes. On a une tante Agathe, quand ma maman était petite, qui était morte. Il y a eu du bruit dans le placard. On a été regarder. Il n'y avait rien. Il y avait toujours du bruit dans le placard. Tante Agathe venait de mourir. Donc, c'était assez naturel. On allait donner 100 sous. Donc, 100 sous, c'est 5 francs suisses. Et puis, on donnait une messe. Et puis, le bruit s'arrêtait. Il y a des choses comme ça c'était lié. On savait que ça se faisait comme ça. Et ça fonctionnait. Donc...
Voilà. Non, je pense que la conscience est distribuée. D'ailleurs, les neurosciences aujourd'hui montrent que finalement les frontières qu'on a établies entre l'être humain et en tous les cas, les autres animaux tendent à se réduire. On a des phénomènes cognitifs qu'on peut retrouver aussi chez d'autres espèces. Alors peut-être que par extension aussi, on peut l'avoir au niveau des végétaux. L'être humain, de toute façon, n'est qu'une partie du vivant, et pas à part le vivant, est intégrée pleinement au vivant, que sans doute on peut avoir ce type de conscience alors individuelle, mais qui peut aussi être collective, et peut-être cette conscience individuelle peut s'incarner à un moment donné dans un être humain, ou plus tard ou auparavant dans un animal ou une plante. C'est ça aussi le mystère de la mort, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a après nous. Donc ça laisse aussi place à une imagination qui peut être foisonnante. Et donc on a à travers l'histoire différentes philosophies qui ont essayé d'interpréter ces éléments. Moi qui ai fait des études d'histoire, j'ai toujours appris que la vérité était au milieu, donc j'imagine que il doit y avoir certainement une forme de conscience universelle qui existe. Ce n'est pas une préoccupation première chez moi. Je dois y réfléchir. Moi, je suis plutôt persuadé qu'on fait partie d'un tout depuis le premier homme. On perpétue des choses comme ça, puis après on peut aller même plus loin. C'est pas forcément l'humain, c'est la vie sur Terre, c'est les poissons, les oiseaux, les amibes, les insectes, tout ça. Puis on fait partie d'un tout, et puis voilà. Après, on est humain. On est une espèce propre, avec une capacité de réflexion, avec un cerveau qui s'est développé, qui nous crée des ennuis, qui nous crée des choses confortables, qui nous crée surtout des questions. Et cette question de après la vie, qu'est-ce qu'il y a, je pense que c'est une question qui nous traverse depuis qu'on a conscience qu'on est vivant et qu'on sait qu'on va mourir. Parce que je pense que l'humain, il sait assez vite qu'il va mourir. Contrairement à des animaux qui ne savent peut-être pas, qui n'ont peut-être pas cette conscience-là, je ne sais pas. Mais on traverse une vie en sachant que ça va s'arrêter. Donc, est-ce que j'accepte l'idée que ça s'arrête, ou est-ce que j'ai besoin d'être sûr qu'il y ait quelque chose après pour que ma vie ne soit pas vaine? Si je reviens chez moi, dans ma réflexion, je pense qu'il n'y a rien après. Je suis persuadé qu'il n'y a rien après. Puis s'il y a quelque chose, ce sera une surprise. Mais moi, je suis vraiment persuadé qu'il n'y a rien. Par contre, ce qui m'a forgé, ce qui a fait ma personnalité, ce qui a fait, sera transmis plus loin. Et puis, au bout d'un moment, je fais partie de ce grand magma de l'humanité. Puis à un moment donné, à un petit moment, j'étais là-dedans. Et j'ai apporté ma pierre à l'édifice, j'ai fait quelque chose, ou j'ai rien fait. Mais à un moment donné, j'étais dans ce magma. Et puis le magma va continuer sans moi. Et c'est pas un problème, du tout. Je pense que je ne suis pas indispensable à la vie du monde. Voilà, restons simples, restons sobres. Et puis, ce qui est intéressant, et c'est justement ce travail que j'ai fait d'écriture à des morts, c'est que finalement, on est dans la mémoire de quelqu'un. Maintenant, de plus en plus, on sera dans la mémoire audio, dans la mémoire visuelle. Il y aura des images de moi longtemps après que je suis mort. Qu'est-ce qui est véhiculé comme ça, par ça? Comment, si c'est mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants qui, le jour d'un mariage d'un petit, vont « Ah tiens, ça c'était l'arrière-grand-père qui racontait des bêtises devant une caméra. » Mais ça fait partie du tout. Et je pense que la mémoire collective de quelqu'un fait que ce quelqu'un vive le plus longtemps possible.
c'est une phrase un peu bateau, mais je crois que tant qu'il y a quelqu'un qui parlera de moi, tant qu'il y a quelqu'un qui se souviendra de moi, je serai encore vivant. Puis le jour où je suis mort, je suis mort, quoi, mais il y en a plein des cimetières, et puis les cimetières, c'est des beaux moments pour se remémorer que des gens étaient là avant nous, et ont fait que je puisse vivre tranquille, peinard, en ayant de belles occupations, en faisant de belles rencontres. C'est parce qu'il y avait des gens avant moi. Par exemple, au niveau du conte, il y a quelque chose qui pour moi est assez magique et qui représente qu'on est humain, certes, mais on est humain en entier, je veux dire, pas seulement physiquement, factuellement. Voilà. Quand je conte, il y a quelque chose qui se passe entre les gens qui sont là. Il y a une espèce comme un lien qui se crée. En classe, j'avais des classes qui étaient vraiment très difficiles, et puis des moments où j'ai dit non, c'est plus possible, on s'assied, je raconte une histoire. Alors des fois je réfléchis ce que je veux raconter amenant une morale, et des fois je réfléchis pas parce que j'ai pas le temps, puis parce qu'il faut y aller, puis parce qu'une histoire ça reste un conte, je faisais quand même travailler avant, donc j'ai mon sac d'histoire, je sais, hop, ça sort comme ça. Et c'est assez étonnant, comme tout à coup quelque chose se pose, et il y a un lien qui se crée, il y a quelque chose qui se passe entre les gens. C'est pas une décision, puisqu'à ce moment-là, ça partait dans tous les sens. Donc voilà, donc là il y a quelque chose que j'expérimente qui est au-delà de dire ok, voilà, je peux expliquer que cet enfant-là a un souci parce que je peux comprendre les choses, mais en même temps, cette réponse-là de on s'assied, je raconte une histoire qui est que la parole, elle est intéressante parce que d'un coup il y a quelque chose qui m'échappe, qui passe, quelque chose de l'ordre du vivant et du lien. Donc c'est pas une preuve, c'est juste un ressenti que j'ai, que quelque chose se passe par moi, à travers moi, et plus que moi, avec les autres, et au-delà de ce que je peux comprendre intellectuellement. Voilà. Alors après, je sais que des recherches ont été faites, voilà. Par rapport à la mort aussi, quand quelqu'un meurt, surtout des morts violentes, il y a des choses qui se passent vraiment. Des choses que je peux vivre, ressentir moi. Alors j'ai pas vu, j'ai pas entendu, mais il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent aussi entre les gens qui sont là, et cette personne-là que je fais vivre parce que je l'aime encore, et que voilà, il y a des choses qui se passent, qui sont ressenties. Le ressenti est réel, en tout cas pour moi, ce que je ressens. Ça ne veut pas dire qu'il est juste faux, on s'en fiche. Enfin, moi, je ne suis pas là-dedans en train de me dire que c'est juste ou faux, mais il y a quelque chose qui se passe. Et ça, je pense que c'est une partie de la vie qui vaut la peine, enfin pour moi, d'être expérimentée. Je pense que c'est peut-être plus ce ressenti et là qui fait le vivant de la vie, plus que de gagner de l'argent, ou qui n'enlève pas le fait de créer des choses, de construire des maisons magnifiques, je veux dire, voilà. Mais moi, je parle de mots magnifiques. Il y a quand même quelque chose qui... Et je pense aussi, ça c'est intéressant, parce que j'ai commencé par le conte, et je pense aussi que l'art est une manière d'ouvrir ces différentes manières de voir ou de ne pas voir le monde, enfin de ressentir. Et je pense que là, il y a quelque chose, pour moi en tout cas dans ma vie, qui vaut la peine d'être exploré.